Si. Part-il ou arrive-t-il? Se demanda Valdoggi, en entendant un train siffler et en lançant un coup d'œil vers la gare, de la table devant le chalet de la place des Ternes où il se trouvait. Il s'accrochait à ces coups de sifflet, comme il se serait accroché au bourdonnement sourd et continu des globes électriques, afin d'arriver à distraire son regard d'un client, à une table tout près, qui ne cessait de le regarder, immobile et agaçant. Pendant quelques minutes, il y parvint. Il se représenta à l'intérieur de la gare, où l'éclat opalin de la lumière électrique contraste avec la vacuité noirâtre et sombrement sonore sous l'immense marquise fuligineuse, et se plut à imaginer tous les tracas d'un voyage, que l'on parte ou que l'on arrive. Malgré lui, ses regards tombèrent de nouveau sur le client de la table à côté. C'était un homme sur la quarantaine, dans un complet noir, aux cheveux et aux moustaches roux, aux traits pâles et aux yeux entre le vert et le gris, troubles et boursouflés. À ses côtés, une petite vieille était à moitié assoupie, et cette placidité prenait un air tout à fait étrange, dans cette robe couleur cannelle, garnie avec soin de soutaches noires, et sous ce chapeau fatigué et déteint, cachant des cheveux laineux, et dont les gros rubans noirs, volumineusement noués sous son menton, se terminaient en pointe par une frange en fil d'argent, ce qui leur donnait l'air de 2 rubans prélevés sur une couronne mortuaire. De nouveau, Valdoggi détacha son regard, mais cette fois, en proie à une véritable exaspération, il se retourna sur sa chaise impoliment et grogna assez fort. En somme, que lui voulait cet individu? Pourquoi le regardait-il de cette façon? Il se retourna, se décida à lui lancer un regard à son tour, dans l'intention de lui faire baisser les yeux. « Valdoggi !» chuchota l'autre, presque à part soi, en hochant légèrement la tête, mais sans remuer les yeux. Valdoggi fronça les sourcils, se pencha un peu pour mieux discerner les traits de celui qui venait de murmurer son nom. À moins qu'il ne se soit trompé. Pourtant, cette voix... L'inconnu sourit tristement et répéta « Valdoggi, n'est-ce pas ?» « Oui, » fit Valdoggi confus, esquissant un sourire indécis, et il balbutia. « Mais... Pardon, vous... Vous? Mais je suis Griffi. »« Griffi? » Ah, fit Valdoggi, de plus en plus perdu, cherchant dans son souvenir une image qui se rapprocherait de ce nom. Lao Griffi, 13e régiment d'infanterie, Potenza. Griffi? Toi? S'écria tout à coup Valdoggi abasourdi. Toi? Comme ça? Vraiment? Griffi accompagnait d'un hochement désolé de la tête les exclamations de stupeur de l'ami retrouvé, et chaque hochement était peut-être à la fois un geste et un salut plein de larmes, au souvenir du bon vieux temps. Moi-même, comme tu vois, méconnaissable, n'est-ce pas? Non, je ne dis pas, mais je m'imaginais. Dis comment tu m'imaginais, interrompit immédiatement Griffi, et comme poussé par une anxiété étrange, d'un mouvement subit, il vint à lui, battant à plusieurs reprises des paupières et se pressant les mains,
comme pour réprimer sa nervosité. « Tu m'imaginais ? » ?»« Eh, certainement. Dis, comment ? » ?»« Que sais-je ? » fit Valdoggi. « À Rome ? Tu as démissionné ? » ?»« Non. Dis-moi comment tu m'imaginais. Je t'en prie, » insistait Griffi vivement. « Bah, encore officier, que sais-je ? » reprit Valdoggi en haussant les épaules. « Capitaine, pour le moins. Te rappelles-tu ? Oh, et Artaxerxès. Tu te rappelles, Artaxerxès, le petit lieutenant ? » Oui, répondit là-haut Griffi, presque pleurant. Artaxerxès. Et comment ? Qui sait ce qu'il est advenu ? Qui sait ? Répéta l'autre avec une gravité sombre, solennelle, en roulant les yeux. Je te croyais à Udine, reprit Valdoggi pour changer de conversation. Mais Griffi soupira, absorbé. Artaxerxès. Puis d'un coup, il se secoua et demanda. Et toi, tu as démissionné aussi, n'est-ce pas ? Que t'est-il arrivé ? À moi, rien, répondit Valdoggi. J'ai achevé mon service à Rome. Ah oui ? Tu étais élève officier ? Je me souviens très bien. Ne fais pas attention. Je me souviens. La conversation languissait. Griffi lança un coup d'œil à la petite vieille assoupie à ses côtés. « Ma mère, » dit-il en la montrant d'un geste et sur un ton profondément triste. Et Valdoggi, sans savoir pourquoi, soupira. Elle dort, la pauvre. Griffi contempla un moment sa mère en silence. Les premiers miaulements d'un concert d'aveugles dans le café le ranimèrent, et s'adressant à Valdoggi, « À Udine, » fit-il. « Tu te rappelles ? J'avais demandé à être envoyé soit au régiment d'Udine, parce que je comptais, pendant une permission d'1 mois, passer la frontière, sans déserter, pour visiter un peu l'Autriche. Vienne, on dit que c'est si beau, et un peu l'Allemagne. Soit au régiment de Bologne, pour visiter l'Italie du centre, Florence, Rome. Dans la pire des hypothèses, rester à Potenza. Mais dans la pire des hypothèses, hein ? Or, le gouvernement m'a laissé à Potenza. Tu comprends ? À Potenza. Économie. C'est de cette façon qu'on perd, qu'on assassine un pauvre homme. Et plus d'un fit « chut ». Sa mère se réveilla en sursaut, et, tout en ajustant précipitamment son gros nœud sous le menton, lui dit « Là-haut, je t'en prie, reste tranquille. » Valdoggi le toisait, entre l'ébahissement et la stupeur, ne sachant quelle conduite tenir. « Viens, Valdoggi, » reprit Griffi en lançant des regards furieux aux gens qui se retournaient. « Viens, lève-toi, maman. Je vais te raconter. Ou bien tu payes, ou bien c'est moi. Je paye, laisse cela. » Valdoggi essaya de s'opposer, mais Griffi tint à payer lui-même. Ils se levèrent tous trois et se dirigèrent vers la place de l'Indépendance.
À Vienne, reprit Griffi dès qu'ils se furent éloignés, c'est comme si j'avais été réellement... J'ai lu des guides, des descriptions, j'ai demandé des renseignements, des éclaircissements à des voyageurs qui y sont allés. J'ai vu des photographies, des panoramas, tout. Bref, je suis capable d'en parler tout à fait bien, presque en connaissance de cause, comme on dit. De même que de tous les pays d'Allemagne que j'aurais pu visiter, au-delà de la frontière, dans ma petite tournée d'1 mois. Si... Quant à Audinet, je n'en parle même pas. J'y ai été pour de bon. J'ai tenu à y aller 3 jours. J'ai tout vu, tout examiné. 3 jours durant, j'ai essayé d'y vivre la vie que j'aurais menée, si ce gouvernement de criminels ne m'avait pas laissé à Potenza. J'ai fait de même à Bologne. Et tu ne t'imagines pas ce que signifie mener la vie que tu aurais pu mener, si un cas indépendant de ta volonté, une contingence imprévisible, ne t'avait détourné, dévié, brisé quelquefois l'existence. Comme cela m'est arrivé, tu comprends, à moi. Le destin, soupira alors la mère, les yeux baissés. Le destin, s'écria son fils en se tournant vers elle en colère. Tu répètes sans arrêt ce mot qui me tape sur les nerfs. Tu le sais bien. Si tu parlais au moins d'imprévoyance, de prédisposition. Bien que, oui, la prévoyance, à quoi sert-elle? On est tout le temps exposé, tout le temps à la merci du sort. Regarde un peu, Valdoggi, de quoi dépend la vie d'un homme. Peut-être ne pourras-tu pas bien me comprendre toi non plus. Mais imagine, par exemple, un homme forcé de vivre à la chaîne avec une autre créature, contre laquelle tu couves une haine intense, que tu étouffes 1 heure après l'autre par les plus amères réflexions. Imagine. Un beau jour, à déjeuner, toi ici, elle là, en causant, elle te raconte que lorsqu'elle était petite, son père avait été sur le point de partir, supposons pour l'Amérique, avec toute sa famille, définitivement, ou bien qu'il s'en était fallu de peu qu'elle ne reste aveugle, parce qu'un jour elle avait fourré le nez dans certains engins chimiques de son père. Eh bien, toi qui souffres l'enfer à cause de cette créature, peux-tu te soustraire à la réflexion que si un cas ou l'autre, les deux extrêmement probables, s'était produit, ta vie ne serait pas celle qu'elle est. Meilleure ou pire, qu'importe. Et tu t'écrierais au fond de toi, « Oh, si cela m'était arrivé, tu serais aveugle, ma chère. Je ne serais certainement pas ton mari. Et ne t'imaginerais-tu pas, serait-ce en la plaignant, sa vie d'aveugle et ta vie de célibataire ou en compagnie d'une autre femme, quelle qu'elle soit. C'est bien pourquoi je dis que tout est affaire de destin, répéta encore avec conviction, sans se décontenancer, la petite vieille, le regard baissé, marchant à pas pesants. « Tu m'énerves !» hurla cette fois sur la place déserte, là où Griffi. « Tout ce qui se passe devait donc fatalement se passer ? C'est faux. Cela pouvait ne pas arriver, si... Et c'est là où je me perds, dans ce si. Une mouche qui s'entête à te poursuivre, un mouvement que tu fais pour la chasser, peuvent d'ici 6, 10, 15 ans donner motif à qui sait quelle catastrophe. Je n'exagère pas, je n'exagère pas. Il est certain qu'en vivant, regarde, nous mettons en jeu, littéralement, oui, des forces impondérables, inconsidérées. Tu l'admets, n'est-ce pas? Ensuite, ces forces se mettent en jeu toutes seules, se déroulent de façon latente, te tendent un filet, un piège que tu es incapable de découvrir, mais qui t'enveloppera à la fin, t'enserrera. Alors, tu te trouves pris, sans pouvoir t'expliquer comment et pourquoi. C'est cela. Les plaisirs d'un moment, les désirs immédiats s'imposent à toi,
inutile de discuter. La nature même de l'homme, ses sens les réclament tous si spontanément, si impérieusement, que tu es incapable de leur résister. Les dégâts, les souffrances qui peuvent en découler ne te passent jamais par la tête avec assez de précision. Ton imagination n'est jamais capable de pressentir avec assez de force et de clarté ces dégâts et ces souffrances pour que ton penchant irrésistible à satisfaire ses désirs, à prendre ses plaisirs, soit bridé. Bien plus. Quelquefois, la conscience que tu as du mal immédiat n'est même pas un frein suffisant à tes désirs. Nous sommes de bien faibles créatures. Les leçons de l'expérience d'autrui, dis-tu? Ça ne sert à rien. Chacun est en droit de penser que l'expérience est un fruit qui naît de la plante qui la produit, et du terrain où la plante a germé. Et si, par exemple, je me prends pour un rosier né pour produire des roses, pourquoi faut-il que je m'empoisonne du fruit intoxiqué cueilli à l'arbre triste de la vie d'autrui? Non, non, nous sommes de faibles créatures. Par conséquent, point de destin ni de fatalité. Tu peux toujours remonter à la cause de tes malheurs ou de tes chances. Souvent même, tu ne l'aperçois pas. Cette cause n'en existe pas moins. Ou toi ou d'autres, ou ceci ou cela. C'est vrai, Valdoggi. Écoute encore. Ma mère soutient que je suis aberrant, que je ne raisonne pas. Tu raisonnes trop, me semble-t-il, affirma Valdoggi, déjà à moitié assommé. Oui, et c'est bien là mon mal, s'écria vivement avec une sincérité spontanée Lao Griffi, en roulant ses yeux clairs. Mais j'aimerais dire à ma mère, écoute, j'ai été un prévoyant. Oh, tant que tu voudras. J'étais même prédisposé. On ne peut plus prédisposer au mariage, j'admets. Mais est-il dit qu'à Udine ou à Bologne, j'aurais trouvé une autre Margherita? Ma femme s'appelait Margherita. Ah, fit Valdoggi, tu l'as perdue? Les traits de Lao Griffi changèrent soudain. Il fourra les mains dans ses poches, haussant les épaules. La petite vieille baissa la tête et toussa légèrement. « Je l'ai tuée, » répondit Lao Griffi, tout sec. Puis il demanda. « N'as-tu pas lu dans les journaux? Je croyais que tu savais. »« Non, je ne sais rien, » dit Valdoggi surpris, gêné, peiné d'avoir appuyé sur cette touche malencontreuse, mais curieux tout de même de savoir. « Je vais te raconter, » reprit Griffi. « Je sors juste de prison. 5 mois de prison. Mais préventive, attention. Ils m'ont acquitté. Je crois bien. S'ils m'avaient laissé dedans, ne crois pas que cela m'aurait importé. Dedans ou dehors, à présent, c'est toujours de la prison. De sorte que j'ai dit aux jurés, faites de moi ce que vous voudrez, condamnez-moi, acquittez-moi, c'est du pareil au même. Je regrette ce que j'ai fait, mais à cet instant terrible, je n'ai pas été capable, je n'ai pas pu faire autrement. L'homme qui n'a pas commis de faute, qui n'a pas à se repentir de quoi que ce soit, voilà l'homme libre. Vous aurez beau me mettre les fers aux pieds, je serai toujours libre à l'intérieur. De l'extérieur, désormais, il ne m'importe plus rien. Et je n'ai rien voulu ajouter d'autre, pas plus que je n'ai voulu de plaidoirie d'avocat. Tout le monde savait bien, au pays, que moi qui suis les bonnes mœurs et la mesure personnifiée, j'avais fait pour elle des quantités de dettes, que j'avais été obligé de quitter l'armée. Et puis... Ah, peux-tu me dire comment une femme, qui a déjà tant coûté à un homme, peut faire ce que cette femme m'a fait? Infâme créature. Mais tu sais, de ses mains, je te jure que je n'avais pas l'intention de la tuer. Je voulais savoir comment elle avait fait, et je le lui demandais tout en la secouant, comme ça, les mains sur la gorge.
j'ai trop serré. Lui s'était jeté par la fenêtre dans le jardin. Son ex-fiancée. Oui, elle l'avait plaqué, comme on dit. Pour moi. Pour le sympathique petit officier. Regarde, Valdoggi. Si cet imbécile ne s'était pas éloigné 1 an de Potenza, me donnant ainsi le loisir de m'amouracher de Margherita pour mon malheur. À cette heure-ci, ces 2 individus seraient sans aucun doute mari et femme, et probablement heureux. Oui, je les connaissais bien tous les 2. Ils étaient faits pour s'entendre. Regarde, je peux fort bien imaginer la vie qu'ils auraient eue ensemble. Mieux encore, je l'imagine. Je puis les voir vivants tous les 2, quand je veux, là-bas à Potenza, dans leur maison. Je connais même la maison où ils seraient allés habiter, à peine mariés. Je n'ai qu'à y mettre Margherita, vivante, comme je l'ai vue tant de fois, figure-toi, dans les diverses occasions de la vie. Je ferme les yeux, et je la vois à travers ses pièges, les fenêtres ouvertes au soleil. Elle y chante de sa petite voix tout en trille et roulade. Comme elle chantait, elle croisait, comme cela, ses petites mains sur sa tête blonde. Bonjour, épouse heureuse. Des enfants, il n'en aurait pas, tu sais. Margherita ne pouvait pas en avoir. Tu vois, si folie il y a, c'est cela ma folie. Je puis voir tout ce qui se serait passé si ce qui est arrivé n'était pas arrivé. Je le vois, j'y vis. Et même, je ne vis que là seulement. Le si, en somme. Le si. Tu comprends? Il se tut un bon moment, puis s'exclama sur un ton de telle exaspération que Valdoggi se tourna pour le regarder, croyant qu'il pleurait. Mais si on m'avait envoyé à Udine? Cette fois, la petite vieille ne répéta pas le destin, mais elle se le dit certainement en son cœur. Tant il est vrai qu'elle branla amèrement la tête et soupira tout bas, les yeux toujours à terre, remuant sous son menton les franges d'argent de ses 2 rubans de couronne mortuaire.